Bien bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Clé de Vie, c'est Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission mensuelle de 60 minutes intitulée La quête du bonheur. Cette quête passe bien évidemment par la volonté de nous aider à éradiquer nos souffrances, toutes ces perturbations qui nous empêchent d'être heureux. Alors, pour cette troisième émission, nous allons recevoir avec bonheur Cécile Tardy, fondatrice de la mission Burnout Killer, coach, conférencière et formatrice. Nous allons aborder dans cette émission son thème de prédilection, le burn-out. Et on va même intituler donc cette émission « Le feu de la passion ». Alors, sans plus tarder, retrouvons notre invitée. Bonjour Cécile et bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté cette interview sur Radio Clé de Vie. Bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs de Radio Clé de Vie. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous ce moment maintenant. Alors avant d'aborder le thème, Cécile, de notre émission du jour, je vais me permettre de te présenter. Tu m'as envoyé une petite bio et tu me dis que c'est un peu grâce à tes parents, toi toute jeune, que tu as eu joie de l'expatriation avec les richesses de la double culture et les challenges des déracinements. En 2 mots, la double culture? La double culture, oui, j'étais une petite fille tranquille, classique qui vivait dans le centre de la France et à l'âge de 5 ans et demi, mon père a eu une opportunité de carrière qu'il souhaitait et on est tous partis s'installer au Brésil, à Salvador de Bahia, pour ceux qui connaissent. Waouh! Donc autant vous dire que moi qui n'avais jamais pris l'avion et qui connaissais tout juste l'Espagne, ça a été un sacré choc. Évidemment de climat, de langue, de culture, effectivement de relations. Ça a été un déracinement, effectivement, mais aussi une très très belle opportunité de s'adapter puis de transformer la petite fille sage que j'étais. Ah, le haut soleil donc. Alors il y a 20 ans donc tu t'es tourné vers les pratiques de développement personnel pour t'ancrer, te trouver ta place, me dis-tu. Tu disais un besoin impérieux de justesse qui t'a conduite vers la faculté de droit, où tu as passé 8 ans à apprendre, chercher, enseigner un formidable apprentissage que de transmettre un savoir. Faculté de droit, donc tu as travaillé enfin tu as étudié et appris, enseigné. Tu peux nous en dire deux petits mots? Oui, alors déjà, en fait, au Brésil, je refaisais le compte des années, puis je vais pas tout vous dire parce que sinon vous allez retrouver facilement mon âge et voilà, je vais faire ma coquette. Mais en tout cas, ça fait plus de 30 ans, moi, que j'apprends à apprendre et à transmettre un savoir, puisque au Brésil, je n'allais pas à l'école française, j'allais dans une école brésilienne, mais pour tout l'apprentissage français, j'étudiais par correspondance. Donc, la transmission de savoir à distance, l'enseignement à distance, comme on le fait dans notre milieu du web entrepreneuriat, finalement, je le pratique depuis plus de 30 ans et j'ai commencé, on va dire, en mode un peu préhistorique, c'est-à-dire avec le papier et puis avec le courrier. Et puis ensuite, quand moi je suis entrée dans la vie active, ça m'a beaucoup habité, ça, comment justement assimiler au mieux les connaissances, comment les intégrer, comment progresser, comment être structuré, comment aussi pouvoir partager au sein d'une classe, au sein d'une promotion. Et je me suis tournée naturellement vers des études de droit parce que j'avais un projet bien précis en tête. Finalement, je suis pas arrivée exactement là où je voulais, mais ça a été un bon chemin de vie avec à la clé aussi beaucoup d'opportunités, notamment celle de pouvoir enseigner. Pendant 3 ans, durant mon doctorat, j'ai enseigné à des étudiants qui avaient à peine quelques années de moins que moi, voire certains qui étaient plus âgés. Et c'était déjà une jolie expérience de pouvoir apprendre à des débutants de 18 ans, des jeunes adultes de 18 ans, le droit, donc un savoir assez théorique et de pouvoir rapidement en fait les mettre dans le bain, puis en même temps avoir rapidement aussi des résultats. Ok. Donc, alors, au gré de tes déménagements, tu as évolué dans des secteurs très exigeants, hein, à des postes qui t'ont beaucoup apporté, les ressources humaines, au management d'équipe, puis de projet. Alors, à chaque nouveau défi, Oui, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. voilà. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais on peut dire que j'en suis à ma troisième. Donc j'ai eu une vie, on va dire, d'enseignante, la première. La deuxième en entreprise dans le secteur privé.
avec des équipes. J'ai commencé par 150 personnes à manager et puis après ça a fluctué selon les postes entre effectivement 50 et puis 200 personnes. Et puis une fois que j'ai fait un peu le tour entre guillemets du management d'équipe, je me suis tournée vers le management de projet, donc avec un accompagnement plus transversal et fonctionnel d'équipe, un autre du coup une autre relation hiérarchique. Et c'est là que j'ai expérimenté aussi cette joie du burn-out à 3 reprises. D'accord, parce que bon, quand même, à l'époque, ouais, tu te sentais, t'avais quand même une insatisfaction latente dans tout ce que tu faisais, ce que tu me disais, et comme une espèce de forme de culpabilité par rapport à ceux qui pouvaient dire que ouais, tu te plains alors que t'as tout pour être heureuse. Hein, il y a eu un peu toute cette période-là, mais en fait, derrière Oui, tout ça, il y sur avait le papier, j'avais tout il y pour avait un être manque de heureuse. sens, quoi, quelque part. C'était surtout ça, non? Exactement. Il y avait un grand manque de sens. Mes parents sont enseignants, enfin étaient enseignants, sont à la retraite. Et la sécurité financière, c'était vraiment une valeur très très importante pour eux. Donc ils auraient souhaité que je sois fonctionnaire moi aussi. Je voyais bien que c'était pas pour moi. Et j'ai choisi un entre-deux, entre l'entrepreneuriat et justement la fonction publique. Et je me suis dit, bah, salarié, au moins comme ça, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, c'est régulier, je sais où je vais, j'ai une certaine sécurité de l'emploi, par rapport à un entrepreneur en tout cas. Mais sauf que c'était pas du tout un statut qui était fait pour moi, je le savais dès le début. Et puis, bah, d'année en année, j'essaie de m'en convaincre, mais sauf que il y avait pas moyen. Le fin fond de mon être me disait, mais non, c'est pas là, ta place n'est pas là. D'accord. Et donc, bon, bah, tu nous as parlé quand même juste un petit peu avant, et c'est un petit peu la suite de ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ton corps, à un moment donné, t'a remis les pieds sur terre avec un fameux burn-out. Donc, comment c'est arrivé en 2 mots, sans rentrer peut-être dans les détails, donc. Alors, bon, j'en ai fait 3 en fait. Les 2 premiers, comme c'était dans les années 2000, on ne savait pas ce que c'était, donc on pensait que c'était une dépression. Et je reviendrai sur l'importance de bien faire la différence entre dépression et burn-out. Donc le troisième, donc en 2000, 2005, non pas 2005, 2008, ça s'est manifesté par un dos bloqué. Ça faisait 5 ans que j'avais mal au dos. Ça faisait 5 ans que je continuais à continuer sur le mode mais non, ça va passer, ça va passer. Je continuais à forcer. Et puis un jour, bah, je me suis bloqué le dos, je suis restée pliée en deux pendant 3 semaines. Et évidemment, je n'ai pas pu aller à mon travail, mais je ne pouvais pas non plus, puisque j'étais maman de 2 jeunes enfants, je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants, je ne pouvais plus m'occuper de ma maison, je ne pouvais plus rien faire. Pour quelqu'un de hyper actif et qui se croyait indispensable, c'était une sacrée claque. Donc c'est comme ça que ça s'est manifesté pour moi. D'accord. D'accord. Bon, donc, et le troisième, en fait, a été quand même le plus lourd, j'imagine. Oui, le troisième, je l'appelle aussi le dernier. Hein. J'ai pas l'intention d'en faire 4. Maintenant que je sais ce que c'est et que, et que je travaille sur moi et sur le sujet, et surtout que le diagnostic a été bien posé, le troisième a été l'occasion justement de, entre guillemets, tout plaquer et puis de construire vraiment la vie qui me correspondait. Donc, à l'occasion de ce troisième, déjà, j'ai pris soin de ma santé parce que j'ai euh, cramé une partie de mon dos dans ce burn-out. Non, mais littéralement, quand je parle de cramer, c'est effectivement une inflammation d'un disque du dos qui est en fait brûlé à vie. Il y a des possibilités de guérison. J'espère que ça pourra se rétablir. En tout cas, je vis avec aujourd'hui. Et j'ai décidé donc à cette occasion-là de quitter mon emploi. Au passage, d'aller faire un petit tour du monde en famille pour profiter de la vie. Et puis bien valider mon choix et puis bien valider mon projet professionnel. Et à mon retour, 11 mois plus tard, j'ai démarré mon activité de thérapeute et de coach. À l'époque, sans aucune spécialisation, donc j'étais généraliste, je m'adressais à tout le monde. Seulement, ma biographie étant accessible par mes clients, très très rapidement sont venues à moi des personnes qui étaient épuisées professionnellement et qui voulaient des solutions pour gérer leur stress. Donc la spécialisation du burn-out s'est faite naturellement grâce à mes clients.
D'accord. Et grâce, entre guillemets, à ces expériences plus ou moins malheureuses du burn-out, mais qui t'ont donné justement la possibilité aujourd'hui de pouvoir en aider un maximum. En dehors de ça, avant d'attaquer justement le fond de notre sujet du jour, tu as des passions qui sont les tiennes, des petites choses plus particulières, je sais pas, tu aimes le chocolat, marcher, dis-moi. Alors oui, le chocolat, un peu trop, mais je me soigne. J'ai une hygiène en fait de vie maintenant enfin, ça peut paraître rébarbatif quand on dit hygiène de vie, mais pour moi c'est un plaisir comme de se laver les dents ou comme de prendre une douche. Une hygiène de vie avec de la méditation tous les matins pour démarrer ma journée, avec des pratiques également de détente musculaire ou de sport, de footing. Et puis après, je suis passionnée de photographie. Tiens, tiens, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. De voyage également, et je suis en train d'écrire deux livres qui sont bon, un fini et l'autre en cours d'eux, que je veux publier cette année. Donc c'est aussi une passion qui me prend beaucoup de temps, en plus de mes deux enfants qui sont un peu plus grands maintenant, qui ont 11 et 9 ans, et pour lesquels j'ai aussi une grande passion. Donc je passe beaucoup de temps avec eux. Bon, bah, super, génial. Bah, écoute, on va démarrer effectivement le fond du sujet, tout simplement en démarrant, si tu peux nous définir un petit peu plus qu'est-ce que le burn-out? Alors, le burn-out, on appelle ça en français l'épuisement professionnel, si on veut parler effectivement plus clairement. C'est parce que l'expression, on la comprend pas forcément toujours en français, c'est mieux d'utiliser des termes simples. En fait, c'est un terme qui a été emprunté au monde de l'électronique et de l'industrie, burn-out, pour dire en fait que c'est une surcharge de tension, voire un grillage des circuits, qui fait que justement ça disjoncte. Voilà, en électronique, c'est ça. Dans le monde de l'aérospatial, c'est lorsqu'en fait il n'y a plus de carburant dans la fusée et que du coup il y a une surchauffe et puis en général il y a aussi une explosion au passage de la fusée. Et je trouve que cette image elle est très très parlante parce que pour prendre cette analogie-là, les personnes, les victimes entre guillemets du burn-out sont souvent des personnes qui travaillent comme des fusées, qui sont donc ultra investies, ultra compétentes et qui sont un peu addictes au travail, en tout cas qui travaillent très 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 fort, qui s'acharnent et qui n'écoutent pas suffisamment les signaux de leur corps et qui ne se rendent pas compte qu'au fur et à mesure, elles sont en train de taper dans leurs ressources de plus en plus fort jusqu'à épuiser complètement leur machine, c'est-à-dire leur corps, mais aussi leur mental. Parce que le burn-out, ce n'est pas encore reconnu comme une maladie professionnelle et je crois que ça le sera difficilement, en tout cas en France. Donc, on va parler plutôt de plusieurs indices, un faisceau d'indices qui permettent de poser justement cette appellation de burn-out. Donc, c'est un épuisement qui est non seulement physique, mais qui est aussi psychique, émotionnel. Euh, c'est en fait la situation dans laquelle se retrouvent toutes les personnes, parce que c'est plus seulement maintenant les salariés, hein, ni les soignants, même si au début c'est là qu'on les a détectés, les burn-out en premier, le personnel soignant pour commencer, puis ensuite les salariés. On voit aussi que maintenant les entrepreneurs sont touchés, on voit aussi que les parents sont touchés, les parents au foyer en général. On voit aussi que les chômeurs en recherche d'emploi sont également touchés. Donc ce phénomène-là s'amplifie. Il y a une espèce d'inadéquation en fait de la nature humaine et des activités du travail sous la forme que l'on constate aujourd'hui. Donc cet épuisement, c'est vraiment un niveau d'épuisement où on n'arrive plus en fait à récupérer de l'énergie pour continuer à avancer. Même si l'envie d'avancer est toujours là, il n'y a plus les ressources. Contrairement à la dépression, qui ne fonctionne pas du tout de la même manière, parce que dans la dépression, il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus d'énergie non plus, mais il y a surtout plus d'envie. Il n'y a plus d'envie d'avancer, il n'y a plus d'envie de vivre, il y a une perte de sens totale. Et quand je dis totale, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de la vie.
Vraiment, on est complètement déconnecté de qu'est-ce que je fais ici, pourquoi continuer à vivre. Alors que dans le burn-out, on a encore envie, en fait, on a encore envie de réaliser des choses, on a encore envie de s'investir professionnellement, sauf que les circuits sont coupés. Il n'y a plus d'énergie pour réaliser nos activités. Mais pourquoi on se met d'ailleurs une telle pression il y a certainement des raisons profondes au fait se mette une telle pression, non? Alors, comme tu dis, c'est bien ça, hein. C'est que on se met nous-mêmes notre propre pression. Et ça, c'est très important, Philippe, comme chose à retenir, comme élément à retenir, c'est que le burn-out, il vient pas de l'extérieur, il vient pas d'un manager, il vient pas de une concurrence économique trop forte, il vient pas de une pression familiale, il vient vraiment de notre perception intérieure et de la pression que l'on se met soi-même par rapport à son métier, par rapport à son activité. Donc ça, c'est une clé qui est vraiment fondamentale de retenir, c'est que ça vient de soi. La preuve, moi j'en suis la preuve, c'est que moi j'ai fait 3 burn-out dans 3 contextes absolument qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et c'est tout simplement parce que moi, mon rapport au travail n'avait pas évolué entre le premier et le troisième. Et en fait, les personnes qui se mettent dans cette situation-là, donc j'aime pas trop dire victimes, mais c'est comme ça qu'on les appelle hein, dans les médias, en tout cas les personnes qui sont les burn-outés, ce sont des professionnels qui ont en fait un rapport au travail très très idéaliste. Ce sont des personnes qui voient vraiment les choses en grand, qui sont très très généreuses, qui croient vraiment sincèrement dans la plus-value qu'ils apportent à leur mission, qu'ils apportent à leur entreprise, à leur organisation, à leur équipe, à leurs clients. Et en fait, ils sont sans jugement, hein, ils sont complètement aveuglés par cette conviction, par cet enthousiasme. C'est pour ça que je parle de passion quand je parle de burn-out, c'est qu'on est vraiment dans cette fougue, dans cette excitation, dans cette addiction. Comme dans la relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Je suis sûre que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui, comme moi, ont vécu une passion amoureuse, où tout d'un coup, on est complètement habité, possédé par l'autre, notre amoureux. On est sans arrêt en train de penser à lui ou à elle. Quand on est ensemble, on a l'impression d'être complètement en feu, que tout devient possible. On n'a plus besoin de manger, on n'a plus besoin de dormir. On a l'impression d'être un demi-dieu ou une demi-déesse. Enfin, c'est vraiment quelque chose de transcendant. Et c'est un peu la même relation qu'on peut avoir avec le travail. Donc ça, c'est une passion. On s'investit outre mesure sans se rendre compte hein, qu'on est en train de dépasser les limites parce que c'est un mode de fonctionnement qui est absolument naturel de pouvoir contribuer, de pouvoir justement dépasser toutes les limites, de pouvoir en fait faire évoluer ce qui a l'air d'être complètement incohérent. Et donc tout ce qui va être très concret, très pragmatique, tous les obstacles, toutes les embûches, en fait, sont considérés comme accessoires. Donc, on force, on passe en force. Et on y va justement toujours plus loin, toujours plus en se disant oh là là, ouais, mais autour de moi ils tombent tous comme des mouches, ils sont tous fatigués, ils sont tous épuisés, mais moi je tiens. Moi, je continue parce que moi, j'y crois. Moi, je sais que je vais y arriver. Et on flirte, en fait, en permanence comme ça avec nos limites, comme dans la passion amoureuse, où on se rend bien compte que on flirte parfois aussi avec la folie. Hein. La passion peut embarquer, peut être un tourbillon qui va très très loin, où on se brûle aussi les ailes. Bon ben moi ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que allez je vais faire le cas pas un cas d'école mais je vais faire le cas où tu vas pouvoir diagnostiquer ma problématique parce qu'effectivement je suis un pur passionné, je suis à fond comme tu le sais depuis un moment depuis au moins un an sur différentes activités. J'ai beaucoup de moments où effectivement je peux être très fatigué mais j'en prends toujours et toujours plus etc. Alors est-ce que derrière il y a des signes annonciateurs si je puis dire qui pourraient effectivement me
me donner des petites alertes sur lesquelles il faudrait que je fasse très attention pour ne pas partir effectivement dans la possibilité de me diriger tout droit vers ce burn-out. Oui, alors justement, comme je le disais, c'est important de très rapidement voir les signaux parce que le burn-out n'est absolument pas irréversible et à tout moment, on peut rétablir la situation. C'est pour ça que j'essaye au maximum de travailler en prévention avec mes clients. Alors, il y a des signaux qui sont, on va dire, que je classe moi en 4 catégories. J'ai un test justement qui est accessible sur mon site pour que tout le monde puisse faire auto, euh, son auto-évaluation, j'allais dire son auto-diagnostic, pour justement savoir clairement où on en est. Et puis à partir de là où on en est, se dire, oula, là, il est urgent que je me calme, où il est urgent que je consulte, où il est urgent que je me fasse aider. Donc la première chose à regarder de très très près, c'est comment on se sent en fait physiquement et émotionnellement. Et notamment si on commence à traîner des pieds et commence à se plaindre en permanence. C'est-à-dire on commence à dire tous les jours, oh là là, quelle sale journée. Et on se couche en se disant, oh là là, quelle barre, mais vraiment, c'était encore une journée affreuse, c'était encore un enfer. Là, ça devient, c'est une alerte très importante, et notamment pour l'entourage, je dis aussi pour les gens qui se sentent pas concernés pour eux, mais qui pensent qu'ils ont des burn-outés potentiels dans leur entourage. C'est vraiment tous les jours une sale journée. Et c'est aussi une fatigue qui est récurrente et qui, en fait, est installée et ne part plus. Donc la fatigue qui vraiment va te coller à la peau, qui n'est pas réparée par une nuit de sommeil, qui n'est pas réparée par une grasse matinée ou un week-end ou des vacances. La récupération ne se fait plus. Et puis, elle commence aussi à se ressentir dans le travail, à se répercuter sur le travail, c'est que le travail n'est plus aussi qualitatif qu'avant. Et commences à te rendre compte que des petites tâches que tu faisais avant très très simplement commencent à devenir compliquées, coûteuses à faire. Tu n'arrives pas à te concentrer, tu fais des erreurs, tu t'y reprends à 3 fois, tu te laisses distraire par mille et une choses à côté. Et donc, tu commences effectivement à de plus en plus à te sentir épuisé, essoufflé. Et ce qui aussi est important, c'est que c'est souvent là que commencent à apparaître des symptômes psychosomatiques, voire lésionnels, hein, en fonction du degré où on en est. Donc, c'est là que commencent à apparaître les migraines, ou les eczémas, ou les douleurs à l'estomac, ou justement aussi les douleurs au dos. C'est là qu'on commence à parler des troubles musculo-squelettiques, les TMS, là, donc les tendinites qu'on peut avoir au poignet, à l'épaule, parce qu'on est toute la journée sur la souris, parce que justement on se trouve déjà tellement fatigué que ça paraît impensable de se dire qu'on va faire du sport, alors que ça ferait tellement de bien d'aller faire une marche, d'aller s'aérer, de détendre un peu son corps, d'en prendre soin. Donc ça, c'est le premier indicateur, cet épuisement qui est physique et qui devient aussi du coup émotionnel, parce que ça se répercute également sur justement la confiance que l'on peut avoir en soi, parce que à force de se sentir toujours fatigué et puis de se dire bah, tous les jours c'est compliqué au travail, forcément que la confiance en prend un coup. On se sent débordé par les événements, on se sent effectivement également un peu désinvesti. Et là, ça, pour quelqu'un qui est justement surinvesti, commencer un tout petit peu à se dire oh, j'ai envie de lâcher là, je vais aller me coucher à 22 heures alors que d'habitude c'est à minuit. Ça commence à devenir inquiétant. On le voit aussi physiquement, on le voit aussi donc dans un changement de comportement alimentaire. Donc un rapport qui devient différent à l'alimentation, donc soit une perte d'appétit, soit une alimentation qui devient compulsive pour compenser, type voilà, je commence à manger la tablette de chocolat au lieu de me contenter d'un carré, ou bien, ou justement, et aussi, je peux devenir un peu compulsif avec le café. Je commence à boire beaucoup plus de café pour compenser, en pensant que ça va me remonter. Ou je prends de plus en plus d'apéritifs le soir en rentrant pour essayer de me détendre.
Et je commence à avoir besoin finalement de ce verre de vin, voire de ces verres de vin pour me détendre. Et puis il y a aussi la libido qui est impactée. Donc le désir sexuel qui a tendance à être également beaucoup moins important, voire même inexistant, parce que de toute façon on n'a plus d'énergie pour rien du tout. Donc ça c'est les premiers, on va dire la première partie. La deuxième c'est plus effectivement sur l'envie, l'intérêt professionnel, l'envie de travailler. Je commence à me dire zut, pourquoi je vais travailler? Qu'est-ce que je vais y faire? À quoi ça sert que j'y aille? Est-ce que vraiment ce que je fais dans mon travail, ça a de l'importance pour les gens, ou pour mon patron, ou pour mon équipe, pour mes clients? Est-ce que j'ai vraiment un avenir professionnel dans cette voie-là? Donc je commence à me poser effectivement des questions et à me sentir un petit peu piégée par rapport à la place que j'ai dans mon travail. Et ça, cette quête de sens, elle est vraiment importante. Et donc, le conflit devient de plus en plus important intérieurement parce que je suis rentrée dans cette mission-là, dans cette activité-là avec de grands idéaux en me disant chouette, c'est génial, je vais pouvoir, grâce à ma contribution, changer le monde à ma façon, je vais pouvoir sauver des vies si je suis soignant, je vais pouvoir révolutionner le secteur, j'en sais rien de la chaussure, si c'est mon métier, enfin bref, toujours une très très grande vision, très optimiste. Et puis là, tout d'un coup, on commence à se dire, mais en fait, je vois bien que mes conditions de travail et ma mission, il y a un grand écart qui devient vraiment de plus en plus compliqué et je me sens écartelée intérieurement. Donc ça, c'est les deuxièmes signaux qui concernent donc l'intérêt professionnel. Donc premier signaux, c'est l'épuisement émotionnel et physique. Le deuxième, c'est donc je disais l'intérêt professionnel. Les troisièmes signaux concernent le cynisme, la déshumanisation en fait. Parce que comme je le disais, les personnes qui sont sujettes au burn-out sont des personnes qui sont ultra impliquées, qui naturellement sont très très empathiques et altruistes. Et là, tout d'un coup, on se retrouve face à des personnes qui deviennent cyniques, qui deviennent en fait de plus en plus irritables à l'égard de leurs collègues, à l'égard de leurs clients, à l'égard de leurs patients. Et en fait, elles commencent en fait à prendre beaucoup de distance par rapport aux autres, mais sur un mode vraiment cynique, avec un humour noir, une certaine insensibilité. En général, il y a aussi une perte du sens de l'humour, voire au contraire un rejet de toute tentative d'humour. Il y a beaucoup de susceptibilité qui commence aussi à se manifester. Et puis, il commence aussi à avoir un peu un sentiment de parano. C'est que, comme je le disais, on est moins performant, forcément on a moins d'énergie, donc on se déconcentre plus facilement, on commence à faire plus d'erreurs, à travailler moins bien, et on commence à remarquer ou à avoir peur que ça se voit de l'extérieur. Donc ça aussi, ça crée beaucoup de difficultés. Donc ce changement de comportement-là, en général, on ne le voit pas soi-même pour soi. C'est souvent l'extérieur qui est alerté ou qui nous alerte et qui tire la sonnette d'alarme et qui dit mais c'est bizarre, comment ça se fait, toi qui étais toujours enjoué, t'étais un collègue avec qui j'avais plaisir à travailler, là tout d'un coup tu deviens vraiment imbuvable. Tu râles tout le temps, t'es jamais content, tu vois tout en noir, tout ce qu'on essaye de te proposer comme solution, t'en veux plus. Tu commences à dire que les clients sont des ennuyeux, pour pas dire un gros mot. Et donc vraiment ton comportement a changé. Puis en général aussi, il y a un repli sur soi. Donc tu veux plus venir déjeuner avec nous, tu veux plus partager des moments de convivialité avec nous. Donc il y a vraiment un changement de comportement. Ça c'est la troisième catégorie de signaux qui est vraiment inquiétante, sur laquelle il faut s'arrêter. Et puis, effectivement, il y a le côté qui est comportemental et puis plus affectif et émotionnel. Il commence, donc j'en ai parlé, des addictions alimentaires. Il commence aussi à avoir des addictions qui se reportent sur, par exemple, les jeux. Par exemple,
comment dire, toutes les des activités vaines en fait, des activités vides de sens. C'est en mode, je m'assois devant la télé et je peux passer en fait des heures à regarder des choses inintéressantes, enfin sans aucune implication. Donc je commence à plus vraiment savoir ce que j'aime, à plus vraiment me reconnaître, peut-être même à faire des achats compulsifs. J'ai plus envie de voir mes amis, j'ai plus envie justement de partager. J'ai surtout pas envie de partager d'ailleurs parce que j'ai honte de ce qui m'arrive, je culpabilise de ce qui m'arrive et donc je veux surtout pas que ça se voit. Et puis au stade ultime, il y a, on en entend souvent parler dans les témoignages, hein, les médias en parlent souvent, il y a ce que j'appelle les pétages de plomb, c'est-à-dire les crises de colère ou les crises de larmes. Qui sont soit cachées quand il y a encore un minimum de contrôle, soit qui sont plus du tout cachées et qui se passent comme ça avec un caractère dramatique en pleine réunion face à un client dans des situations où finalement la pression est telle que en fait le dernier barrage explose. D'accord. Donc en fait, de nombreux signaux progressifs, mais justement là, bon, avec ces signaux progressifs, normalement, on a justement avec une passion et cet investissement, on a plutôt la tête dans le guidon, donc on n'a pas nécessairement la vision ou la connaissance ou la reconnaissance de ces signaux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Est-ce que c'est l'entourage, être à l'écoute de l'entourage, mais même avec la tête dans le guidon, on n'est pas nécessairement à l'écoute de l'entourage. Comment on peut éviter effectivement d'en arriver là si on n'a même pas conscience nous-mêmes de ces signaux qui sont en train de se manifester les uns après les autres, qui s'enchaînent les uns après les autres? Oui, alors c'est tout ça exactement, c'est le cœur du challenge, c'est comme tu le disais, on est surinvesti, on est un peu, moi j'appelle ça la politique de l'autruche, donc on ne veut pas regarder, on ne veut pas voir, on ne veut pas sentir. Donc j'ai envie de dire que le déni, il est quand même plus ou moins important. Il y a toujours un moment où on s'entend dire quand même, dans la journée, j'ai dit 50 fois que j'étais fatiguée, c'est peut-être bizarre. On passe notre temps à dire à nos amis, ah non là, désolé, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Où on commence à se chercher des excuses parce que le travail est moins bien fait qu'avant ou avance moins vite, etc. On le sent de manière imperceptible. Et puis c'est surtout, en fait, le juge de paix, c'est le corps. C'est pas forcément donc cette perception mentale qu'on peut avoir de notre changement de comportement, mais c'est le corps qui est le plus sage et qui émet des signaux qui sont très faciles à détecter quand tu commences à avoir mal à la tête tous les jours et surtout les jours où tu travailles, pas le samedi et pas le dimanche, il y a un truc bizarre. Quand tu commences à avoir mal au ventre et que tu dis non, non, bah, je vais pas voir le médecin, que tu essayes tous les médicaments en libre service, enfin sans prescription à la pharmacie, et que tu vois que ça passe pas, mais que tu te trouves mille excuses parce que tu es indispensable et que tu peux pas prendre une heure pour aller voir le médecin, là aussi, c'est bizarre. Donc le corps émet ces signaux-là, douleur, fatigue, justement, baisse de plaisir, baisse de joie de vivre. Et donc, on peut pas faire autrement parce que une migraine, un mal de dos, on peut pas passer à côté, hein. On sent. Donc, le signal, il est là. Et la perception de la douleur, elle est là aussi. Maintenant, c'est qu'est-ce que je décide de faire avec cette douleur, avec ce signal-là. C'est ma responsabilité de dire, OK, j'ai mal au dos, c'est normal, cette semaine j'ai abusé, ou je ne suis pas allée au sport comme j'aurais dû faire. Mais dès la semaine prochaine, je me reprends en main. Ou bien, bah, ça fait trop longtemps que ça traîne, et là, je vais vraiment m'en occuper, et je vais déjà les consulter. Et puis, je vais peut-être aussi prendre en compte les différents messages qui me parviennent, parce que il y a plusieurs personnes dans différents cadres qui m'ont fait remarquer que j'ai l'air à côté de mon assiette. Enfin, j'ai l'air, comme on dit, non, j'ai pas l'air dans mon assiette, c'est plutôt ça. À côté de mes pompes, voilà.
D'accord. Avec donc, toi, tu préconiserais qu'effectivement, si on, parce que on fait quand même attention quelque peu à ces signes. On se dit qu'on est des surhumains, donc on se dit on va aller Oui. au-delà, mais on a quand même une partie. Tu parles de déni effectivement, mais il y a une partie qui ne l'est pas. Elle est bien consciente qu'on en fait plus que d'habitude. On se prend pour un surhomme, une surfemme, et puis on continue. Mais à un moment donné, on peut se dire oui, ok, qu'est-ce que je fais pour un petit peu justement pallier à cette problématique, essayer de lever un peu cette pression, dépressuriser un petit peu. Donc tu parles éventuellement de consulter, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Consulter un médecin, consulter une spécialiste dans le domaine, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas encore en train de penser qu'on va avoir un burn-out, donc c'est un peu de la prévention. Qu'est-ce que tu préconises? Oui, et bien sûr, on pense jamais que ça peut nous arriver à nous et que ça arrive qu'aux autres, hein, mais comme pour toutes les autres crises ou maladies impactantes, hein, on voit en général pas venir. Donc, pour reprendre l'analogie avec la passion amoureuse, qui vraiment est très très utile, si vous l'avez vécu, cette passion amoureuse, vous allez clairement comprendre ce que j'explique. Ou si vous l'avez pas vécu personnellement, vous l'avez certainement vu parce que il y a mille et un films sur le sujet de passions voilà, qui deviennent en fait aliénantes. C'est ça le virage dangereux, il est là. Quand on commence à tomber dans l'engrenage, c'est que la passion amoureuse, à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement, quand vous êtes avec la personne, bah, ça va plus, vous n'êtes pas bien quand même. Quand elle n'est pas là, évidemment, vous n'êtes pas bien, mais quand vous êtes ensemble, vous n'êtes pas bien non plus parce que vous commencez à faire trop de folie. Vous êtes emporté. Encore plus si c'est une relation extra-conjugale, vous commencez à prendre plus de risques, vous commencez à mentir de plus en plus à tout un tas de gens pour couvrir votre relation, ou bien vous commencez à envoyer tout balader pour pouvoir rester concentré sur votre passion. Donc vous sentez quand même que c'est pas sain parce que le plaisir n'est plus le même. C'est plus un plaisir qui vous transcende et qui vous fait sentir surpuissant, mais ça devient un plaisir qui est malsain. Donc vous n'êtes pas bien quand la personne n'est pas là, et avec elle, ça devient, vous êtes un peu possédé. Voilà, c'est un peu ce terme que je pourrais utiliser. Ça devient un peu diabolique, quoi. Ça vous dépasse et vous sentez que vous perdez de plus en plus les rênes, vous perdez le contrôle là-dessus. Et donc dans le domaine professionnel, c'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, on sent que cette passion-là, elle nous entraîne, elle nous écarte du grand idéal pour lequel en fait on était animé initialement. Donc on commence à se dire là quand même, c'est trop coûteux pour moi. Je ne me retrouve plus là-dedans. Et puis aussi, je commence à voir que par rapport à tout le travail que je fais, je n'ai pas de résultat qui semble proportionnel à mes efforts. Tout ça, c'est une question de perception, hein. Parce qu'on a chacun nos curseurs, mais on a l'impression de travailler 1000 et puis de récolter un. Quand on est entrepreneur, évidemment, ça se traduit en chiffre d'affaires, c'est très très vite visible. Quand on est salarié, on se dit mais non, mais mon travail n'est pas reconnu. On parle en permanence de ce manque de reconnaissance de la part des managers. Mon travail n'est pas reconnu. À quoi bon tout ça? À quoi bon tous ces efforts? De toute façon, je suis pas augmentée. De toute façon, je n'ai pas de prime. De toute façon, j'ai jamais un mot d'encouragement. Donc je n'ai pas en fait de retour par rapport à tout le travail que je fournis. Donc pour éviter justement d'aller trop loin dans la spirale, parce qu'on connaît le phénomène de la spirale, hein, plus il y a de la vitesse et plus on est entraîné et plus c'est difficile de résister et pas de ne pas de se laisser emporter. Mais c'est de mettre en place en prévention en fait une hygiène de vie régulièrement. Moi maintenant j'ai un tableau de bord entre guillemets que je visualise tous les jours par rapport à là où j'en suis, parce que il faut aussi savoir que dans le cas du burn-out, il y a un taux de récidive qui est très très important. Donc les personnes qui ont fait un premier burn-out ont 40% de chances en fait d'en faire un second.
voire un troisième. Donc même quand on a fait un burn-out dans une première vie professionnelle, comme c'est le cas de beaucoup de personnes dans mon domaine d'activité, des personnes qui étaient salariées qui ont fait un burn-out, comme moi, ont décidé de se reconvertir et de se mettre à leur compte. C'est pas parce que vous avez changé de cadre que votre relation au travail a forcément changé. Donc le burn-out peut encore se manifester dans votre nouvelle vie. Donc d'avoir, si je reviens à mon tableau de bord, c'est d'avoir les indicateurs toujours sous les yeux, c'est de savoir est-ce que je prends toujours du plaisir à mon travail, est-ce que j'ai toujours du sens à ce que je fais, est-ce que mes valeurs sont toujours présentes ou est-ce que finalement je me fais grignoter aussi par d'autres contraintes en recherchant absolument des résultats en force. Et puis, est-ce que les fondamentaux sont bien respectés? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bois bien? Est-ce que j'ai aussi, ça fait partie des besoins fondamentaux, est-ce que ma libido, elle est également satisfaisante? Donc ça, c'est les indicateurs. Et puis, vous pouvez vous visualiser ça, vous l'écrire, vous l'afficher selon ce que vous aimez. Moi, j'ai plein d'exercices comme ça que je transmets à mes clients. Est-ce qu'on est au vert? Est-ce qu'on est orange? Est-ce qu'on est au rouge? Et donc, systématiquement, vous restez le pilote de votre avion. C'est personne d'autre qui décide à votre place. Quand vous voyez qu'il y a un voyant qui est rouge sur votre tableau de bord dans votre avion, par exemple le carburant, bah, il est vite temps d'atterrir, n'est-ce pas? Et alors, dans notre fonctionnement, bah, c'est exactement la même chose. On n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une seule vie. C'est toujours basique de le rappeler, mais ça fait toujours du bien. On n'a qu'une seule opportunité dans cette vie, sous cette forme, d'accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir. Donc, il faut respecter notre véhicule qui est notre corps. Autant qu'on respecte notre véhicule que peut être notre voiture. Donc, par exemple, faire attention au carburant qu'on met dans notre corps. Donc, pas lui mettre des choses qui sont toxiques. Donc, il y a tout un volet alimentation qu'il faut étudier. Il faut aussi pouvoir éteindre le moteur quand il a trop travaillé, quand il chauffe. Il faut aussi, de temps en temps, voilà, entretenir la carrosserie, mettre de l'huile dans les rouages, etc., etc. Enfin, on peut faire plein d'analogies. Belle analogie, oui, avec le véhicule. Absolument, belle analogie avec le véhicule. C'est la première ressource que ce soit un entrepreneur ou un salarié, de tout professionnel, notre première ressource, c'est notre corps. Et donc, il faut qu'on s'en occupe avec le plus grand soin, parce que c'est notre plus beau cadeau. Et c'est ce qu'on a de plus précieux. On est bien d'accord, mais en tout cas là tu nous as donné déjà de belles pistes qui sont super importantes pour tous nos auditeurs. Alors peut-être que parmi les auditeurs il y en a qui ont vécu ou qui sont en pleine dépression, voire peut-être même un burn-out, donc pas de décès. Mais déjà qu'est-ce que tu pourrais leur proposer de faire, sinon pas de suivi thérapeutique, etc. Parce que là il y a eu ils sont rentrés dans une problématique qui vraiment de souffrance, et comment ils pourront reprendre et comment ils peuvent reprendre leur vie en main après de telles souffrances. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que la transformation, elle peut se faire à tous les stades. Et quel que soit le degré, moi j'en suis l'exemple type, puisque on parle pour un burn-out de 2 à 3 ans pour s'en remettre. Donc 2 à 3 ans dans une vie, c'est long. C'est-à-dire s'en remettre, ça veut dire retrouver un niveau d'énergie, retrouver l'envie, et l'envie d'avoir envie, comme dit la chanson. Alors peut-être reconstruire aussi sa vie professionnelle. Donc c'est très très long, 2 à 3 ans. On n'en a pas parlé, sans compter que le burn-out a souvent des répercussions sur l'entourage. Donc, on parle souvent en fait de répercussions sur les conjoints, sur les relations de couple. C'est important d'en parler. D'ailleurs, on va se servir encore de la passion amoureuse, mais c'est vrai que là, le feu, la passion, comme ça pourrait l'être pour donc un amoureux, une amoureuse,
elle met gravement en danger le couple. Donc, il faut vraiment aussi avoir une vigilance par rapport à ça. Parce que parfois, on n'arrive pas à se décider à faire les choses pour soi. On se dit, bah tant pis, à la limite, si moi, ma vie, elle est nulle, elle est fichue, c'est pas très grave. Mais par contre, on peut se dire, tiens, quand même, je vais le faire pour mon mari, je vais le faire pour ma femme, je vais le faire pour mes enfants. Ça peut faire un déclic, en fait, de penser aussi à son entourage pour se bouger et se reprendre en main. Donc, je finis la parenthèse. Il y a un impact sur le couple qui est indéniable en cas de burn-out. Et il y a aussi un impact sur les enfants. D'ailleurs, on parle maintenant aussi des enfants en burn-out. Il y a plusieurs articles qui sortent sur le sujet, plusieurs études. Parce qu'évidemment, le stress des parents, bah, il ne reste pas juste chez les parents, hein. Tout ça, ça se transmet par capillarité, j'ai envie de dire. Mais quand on est un parent stressant et stressé, on est un parent stressant et stresseur pour son entourage, pour ses enfants. Donc cette hygiène qu'on se doit pour soi, ben, on l'offre aussi aux autres. Donc je disais, la transformation, elle peut se faire à n'importe quel moment. Et par où commencer, c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Ben, c'est de pouvoir se dire, ok, même si je suis pas encore prêt à aller voir un médecin ou un psychiatre, je peux au moins passer un petit test. Là, le test que je propose en l'occurrence, ça prend, allez, 15 minutes. C'est rien, 15 minutes. Et ça permet d'avoir les choses déjà un petit peu plus claires. Faire un premier pas, de se dire, voilà, j'en suis là. Il y a un résultat de 0 à 40. En fonction de mon résultat, si je suis au-dessus de 20, il faut quand même que je m'inquiète. Parce que je suis dans le orange, et si je suis entre 30 et 40, je suis dans le rouge. Donc là, il y a urgence à faire. Et ensuite, le deuxième pas, c'est effectivement de se dire... Donc c'est-à-dire, ça revient à sortir du déni, la première étape pour avancer. Donc c'est effectivement arrêter de banaliser, arrêter de croire qu'on est plus fort et que ça va passer tout seul. Ça va pas passer tout seul. Donc sortir du déni avec une évaluation, soit une auto-évaluation, soit effectivement avec quelqu'un d'extérieur. Et puis après, la deuxième étape, ça va être de dépasser sa colère, parce qu'il y a tout de suite une réaction de colère, comme je te le disais, parce qu'on est des professionnels perfectionnistes, très enthousiastes, et on se dit, mais non, mais c'est pas possible, moi, j'ai pas pu tomber dans le panneau, pas moi, pas moi. Moi qui, justement, en plus... travaille pour les autres, je me décarcasse, je donne, c'est pas possible que moi ça m'arrive aussi cette tuile-là. Donc cette colère, cette révolte, en fait, c'est une étape qu'il faut dépasser. Mais c'est important aussi de passer par là pour pouvoir justement se décider à bouger. Alors la première chose qu'on va faire quand on commence à se décider à bouger, c'est qu'on va chercher à négocier. On va se dire, bon allez, c'est pas si grave, je vais accepter l'arrêt de travail qui est conseillé par mon médecin, je vais accepter 3 jours ou 5 jours d'arrêt, hein, parce que c'est vraiment comme ça, hein, que c'est vécu. Je sais pas une caricature, c'est que quand on est dans ce tourbillon-là, on se dit, oh, mais 3 jours d'arrêt, mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir, le monde ne va pas pouvoir continuer à tourner sans moi. Hein. Donc on se dit, bon, allez, 3 jours, et puis finalement, les 3 jours, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément, l'énergie n'est pas revenue au bout de 3 jours, sinon ça serait chouette. Donc ça va être 3 semaines, puis peut-être encore plus. Dans mon cas, ça a été 3 mois, hein, pour pouvoir dépasser mes problèmes physiques. Hein. Et donc, voilà, une fois qu'on a négocié avec la situation, on va pouvoir justement passer à l'étape suivante qui est celle de ce que j'appelle de la dépression, c'est-à-dire en 2 mots, vraiment dépressurisation, c'est-à-dire que, oh là là, on commence à constater que en fait, ça ne marche plus comme avant et on commence à accepter que c'est plus possible comme avant. Donc on commence à accepter l'impuissance et on commence justement à entamer un questionnement, une confusion, à se dire zut, finalement peut-être que je me suis trompée. Peut-être que c'était pas exactement comme ça que je devais travailler. Peut-être que j'ai mis trop d'entêtement et que c'était pas pertinent. Donc on commence effectivement à se questionner et puis avoir aussi des sentiments de manque de confiance, de manque d'estime de soi, voire de honte et d'isolement.
qui sont forcément très très fréquents. C'est aussi pour ça que moi je suis très contente de pouvoir offrir des services à distance à mes clients, parce que quand on a honte d'être épuisé professionnellement alors qu'on pensait être une machine de guerre ou une fusée, prendre un rendez-vous, se déplacer physiquement dans un cabinet pour aller voir un médecin, un psychiatre, un coach, ça coûte énormément. Et mes clients, eux, sont très contents de pouvoir me consulter à distance, par Skype par exemple. Ils trouvent ça beaucoup plus discret, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Ils ont l'impression que le pas est moins important à franchir que d'aller voir quelqu'un à l'extérieur, de risquer d'être démasqué également par l'extérieur en croisant un collègue ou en croisant un voisin et d'être justement, voilà, le terme est vraiment celui-là, c'est démasqué. Et puis, une fois qu'on a commencé justement à accepter qu'il va falloir faire autrement, que l'agitation, elle est complètement contre-productive, et que si vous continuez à faire comme avant, ben, vous allez juste vous enfoncer encore un peu plus dans le trou, mais vous allez certainement pas en sortir, parce que la sortie, elle n'est pas au fond du trou, il faut remonter. C'est l'étape de l'intégration. Et là, vous commencez à comprendre ce qui vous arrive. Et vous commencez à relier les événements et à voir à quel moment vous avez trop forcé, à quel moment il y a eu en gros, pour prendre une image, une sortie d'autoroute. Et commencer à redonner justement du sens à ce que vous avez vécu, commencer à justement à accepter de vous redonner du temps, de vous redonner l'autorisation de faire autrement, et puis de vous retrouver en fait en phase avec qui vous êtes profondément. Parce que le burn-out, c'est une quête vraiment existentielle, hein, c'est une crise existentielle, une crise de sens qui arrive d'ailleurs souvent entre 35 et 45 ans. Quand on regarde les statistiques, c'est assez frappant. Une étape qui est quand même charnière dans la vie, où on se dit, bon alors voilà tout le chemin que j'ai parcouru, en gros je suis à la moitié de ma vie, qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps-là qui me reste, est-ce que je suis à ma place pour faire ce que j'ai envie de faire, et que c'est là que après on peut arriver enfin à l'étape de libération qui est celle où on met en place des stratégies, on s'engage et on se dit voilà, moi c'est ça que je veux faire. La créativité revient, l'énergie revient et en fait on remet à nouveau, on a à nouveau du carburant dans la machine, dans le véhicule et en plus on a une idée très claire, une adresse très très précise aussi dans le GPS de la voiture. On sait exactement où on veut aller. Et on sait maintenant que oui, il va falloir mettre du carburant tous les 500 km. Oui, il va falloir remettre du liquide de refroidissement quand ça chauffe, etc., etc. Donc voilà en gros la courbe et les différentes étapes qui sont à traverser quand on veut transformer son épuisement professionnel en opportunité de réinventer sa vie. Ok, alors on va réinventer notre vie. On s'en est sorti du burn-out, on s'en est sorti avec plus ou moins de difficultés. On revient sur le marché de l'emploi ou peut-être des changements de vie complets parce que c'est ce qui doit certainement arriver, comme ça t'est arrivé. Comment tu gères la pression pour éviter la récidive parce que tu repars à fond quand même parce que c'est un état d'esprit aussi, c'est une envie, etc. Malgré le fait qu'on a traversé effectivement des épreuves aussi dures, hein, aussi terribles. Comment tu peux gérer cette pression? Parce que là maintenant tu as effectivement t'as des repères parce que tu parles quand même, tu en as fait 3, donc ça veut dire qu'on peut y retomber comme tu le disais tout à l'heure. Comment on peut gérer cette pression? Alors pour gérer la pression, c'est vrai que la tentation elle est grande hein, de retomber dans ce feu, dans cette flamme, comme pour une passion amoureuse. Ceux qui l'ont vécu le savent, même si quand on l'a vécu, ça a été très difficile. Quand ça s'est arrêté, ça a été vraiment un déchirement absolument affreux. Une passion amoureuse qui s'arrête. En général, ça s'arrête mal, brutalement, bon, parce que tout est dans l'excès. Il n'empêche que même si ça s'arrête brutalement et qu'on en bave, vraiment on en bave, on est très tenté d'y retourner dès que y a à nouveau un engouement.
Hein, et ça, c'est normal, c'est chimique, hein, c'est chimique et alchimique. Donc, c'est de l'ordre de l'addiction. Il y a tellement d'adrénaline qui se met en place que forcément, surtout quand on l'a déjà goûté une première fois, qu'on s'est dit waouh, on se souvient que des débuts superbes et envoûtants. Et on oublie tout le reste qui a été très très noir et difficile à gérer. Donc, on est tenté, ça brille à nouveau. Il y a à nouveau justement des étincelles, des flammes. Et en fait, pour ne pas y retomber, moi, c'est pour ça que je travaille toujours avec 3 programmes différents qui s'adressent à des stades différents. Donc, un qui est la prévention du burn-out, le second qui concerne, le deuxième qui concerne pendant le burn-out, justement pour accélérer la transformation. Je ne peux pas parler de guérison, je ne suis pas médecin. La transformation et le troisième programme qui s'adresse aux personnes qui veulent donc en sortir et remettre en place leur nouvelle vie professionnelle, changement ou retour à l'emploi. C'est surtout d'installer en fait déjà une stratégie très claire, c'est où est-ce que je vais aller et pourquoi j'y vais. Mais donc, pourquoi qu'est-ce qui m'anime vraiment fondamentalement? Est-ce que ce ne sont pas des fausses envies, des faux besoins, une fausse mission que je me suis inventée pour essayer de réparer des blessures? Donc vraiment, pourquoi j'y vais? Est-ce que je suis vraiment en cohérence avec ça? Pouvoir systématiquement réinterroger cette envie et cette mission qu'on se donne, savoir si on est toujours OK avec ça. Jour après jour, mois après mois, de refaire des bilans vraiment très très régulièrement, d'avoir un moment systématiquement. Moi, je le fais comme un rituel, tous les matins. OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette journée? Et tous les soirs, qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? De bien, de moins bien, de perfectible. Et comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens comment tout ça, je me sens alors tout ça, on peut le retrouver évidemment, parce que en fait, sincèrement, c'est génial tout ce que tu nous racontes et le temps passe à une allure complètement folle. Oui, Il nous reste quelques 2 petites minutes. Alors juste très rapidement, tu vas pouvoir peut-être orienter puisque tu as donné que 3 pistes effectivement par rapport à ce que tu proposes. Mais quelle est ton actualité très rapide à venir? Et puis où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter s'ils en ont besoin? Bon, alors mon activité, en 2 minutes, c'est difficile, parce que comme je te disais, 2 livres. Un, justement, c'est un roman sur la passion amoureuse, et un second, c'est sur le burn-out, un livre beaucoup plus didactique qui s'adresse aux professionnels. Donc ça sera en septembre. Et en attendant, pour tous ceux qui veulent déjà des outils, j'ai une boutique en ligne. J'appelle ça une boutique où on trouve en fait des formations, que ce soit pour des niveaux débutants ou des niveaux intermédiaires ou plus experts, pour toutes les personnes qui veulent commencer à mettre en place des clés, soit pour gérer leur stress, pour gérer leur énergie, pour gérer leur implication, gérer leur performance, c'est-à-dire travailler en étant bien. L'adresse C'est burnoutkiller.fr. Burnoutkiller.fr, Cécile Tardy. Cécile Tardy avec un Y. Et puis, ça sera un plaisir de répondre aux questions et d'échanger avec ceux qui le souhaitent pour préciser certains points si c'est utile. Waouh, génial. Merci encore 1000 fois, Cécile, d'avoir accepté cette interview sur Radio Clé de Vie. Merci à toi, Philippe. C'était vraiment génial de partager et j'ai un grand plaisir à le faire. Merci à tous les auditeurs de la radio Clé de Vie et surtout portez-vous bien, prenez soin de vous. Tu reviens quand tu veux, merci. Et bien voilà, cette émission arrive à son terme. Merci encore de nous avoir écoutés sur Radio Clé de Vie. Et si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant tout simplement sur le bouton réécoute. Radio Clé de Vie vous offre également l'accès à son web magazine et sa web TV. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission surprise. En attendant, vous pouvez me contacter en vous rendant sur mon blog enquêtedubonheur.fr et je serai ravi d'échanger avec vous. Bientôt une réécoute aussi de cette émission avec Cécile. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt. Ciao.